Bonsoir et merci de votre fidélité. 18h30 sur Loula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Nous célébrons ce 17 novembre la fête de la Renaissance, célébrée à la veille de la fête de l'indépendance. L'occasion de revisiter les pages glorieuses de l'histoire du Maroc, jalonnées d'actes héroïques et de sacrifices pour la défense des valeurs sacrées de la nation. Évocation en début de journal. Le Maroc solidaire avec l'Espagne suite aux tragédies causées par la tempête Dana à Valence. Une nouvelle aide est venue s'ajouter au dispositif logistique dépêché sur haute instruction de Sa Majesté le Roi. Un deuxième convoi marocain composé de 13 camions dont 12 voitures-pompes et un camion de réparation et d'outillage est venu prêter main forte aux équipes sur place. Et puis nous irons à Bakou où se poursuivent les travaux de la COP29. De nombreuses questions restent débattues dans les couloirs, notamment ceux se rapportant au financement. Le pays en développement réclame plus d'engagement de la part des pays riches. 1300 milliards de dollars annuels de financement pour la lutte contre le changement climatique d'ici l'année 2030. Le peuple marocain célèbre demain, 18 novembre, le 69e anniversaire de la fête du trône, de l'indépendance, gravé dans les annales de l'histoire du royaume et dans les cœurs de tous les Marocains. La fête de l'indépendance marque le triomphe de la volonté commune du trône et du peuple engagés côte à côte dans une bataille de longue haleine pour libérer le pays du joug colonial. Après le retour triomphal, le 16 novembre, de feu Sa Majesté Mohamed V, ce dimanche 17 novembre commémore la fête de la Renaissance. Évocation avec Iman Eblon. 17 novembre 1955, une des trois glorieuses, date épique de célébration avec la commémoration du jour de la Renaissance. La renaissance d'un peuple et d'une nation avec le retour du roi libérateur de l'exil et de l'illustre famille royale. C'est l'enthousiasme populaire qui marque la mémoire collective d'un peuple combattant autour de son roi légitime. Incontestablement, le retour du père de la nation à la patrie marque la parfaite symbiose entre le trône alaouite et le peuple. Les trois glorieuses rappellent l'éclosion d'unité qui s'étend comme une toile richement pleine de gestes héroïques de résistance ardente d'un roi et d'un peuple résolus à s'affranchir du joug colonial. Les trois glorieuses ne furent pas simplement 3 jours d'allégresse, elles furent l'expression d'un rêve collectif devenu réalité. Gravé dans les annales de l'histoire du royaume et dans les cœurs de tous les Marocains, le jour de la Renaissance est une occasion de rappeler le contexte historique de cet événement grandiose qui marque le triomphe de la volonté commune du trône et du peuple, engagés côte à côte dans une bataille de longue haleine pour libérer le pays du joug colonial et jeter les bases d'un Maroc indépendant promis à un bel avenir. À son retour de l'exil, le 16 novembre 1955, feu Sa Majesté le roi Mohamed V a annoncé la fin du protectorat français et le début de l'ère de la liberté et de l'indépendance, qualifiant cela de passage de la petite lutte à la grande lutte et scellant ainsi le triomphe de la révolution du roi et du peuple. Demain, le point d'orgue des trois glorieuses. Le 18 novembre 1955, feu Sa Majesté le roi Mohamed V déclare officiellement la fin du protectorat et l'avènement d'un Maroc indépendant. Tournant décisif dans l'histoire du pays, l'indépendance a représenté une victoire éclatante qui a couronné la lutte acharnée et multiforme de toute une nation contre la colonisation imposée depuis le 30 mars 1912. Nous allons à Valence, en Espagne, durement touchée par les récentes inondations provoquées par la tempête Dana. La ville tente de reprendre doucement mais sûrement son rythme d'avant. Contribuant à la gestion de la crise de manière efficace et professionnelle, les opérateurs marocains mobilisés par le Royaume sur haute instruction royale poursuivent leur action sur le terrain. Un deuxième convoi de secouristes marocains est venu prêter main forte aux équipes sur place. Zakaria Mokinbil. Arrivés en renfort, 13 camions de secours marocains entrent à Valence, comprenant 12 voitures-pompes et un camion de réparation et d'outillage. Ces véhicules viennent contribuer aux efforts fournis pour restaurer les infrastructures endommagées. Face à l'ampleur des dégâts causés par la tempête Dana, l'action des équipes marocaines s'avère indispensable pour accélérer la remise en état des équipements touchés.
Cette nuit, nous avons reçu le deuxième convoi d'aide marocaine, constitué de 34 opérateurs et de 13 camions. Cette nouvelle contribution s'ajoute aux aides marocaines déjà envoyées aux zones sinistrées à Valence. Pour permettre aux équipes marocaines d'accomplir leur mission dans des conditions optimales, des installations spécialement aménagées ont été mises à leur disposition. Ce nouveau déploiement comprend 34 opérateurs avec des équipements techniques de pointe pour baliser le terrain aux secouristes et faciliter l'accès aux zones sinistrées. Une mobilisation très appréciée par les autorités espagnoles. Au nom du gouvernement et du peuple espagnol, nous exprimons notre profonde gratitude au Royaume du Maroc et à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette aide importante qu'il nous présente en ces temps difficiles. Cette catastrophe a eu des dimensions inédites sur notre pays. C'est pourquoi cette aide proposée dès le premier jour est d'une grande utilité. Un premier convoi marocain exceptionnel est arrivé mercredi en Espagne. Mobilisant 24 camions autopompes aspirants et 70 opérateurs, il avait rejoint les efforts de secours dans la région de Valence, gravement touchée par la tempête Dana. Direction à présent Bakou, se poursuit la COP29. Les discussions piétinent sur la question du financement. Les délégués des pays en développement rappellent à des progrès plus rapides et réclament 1300 milliards de dollars annuels de financement pour la lutte contre le changement climatique d'ici 2030 de la part des pays riches. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Bakou, Houdam Sahel, Hamza Sayeh, avec Iman Ablou et Adl Ilal Chab. D'une seule voix, ces participants lancent un plaidoyer sur une urgence, l'accès aux pays les plus impactés par les changements climatiques au financement. Et justement, le financement est la question épineuse qui centralise tous les débats à la COP29. En première ligne du réchauffement climatique, les pays les moins avancés, majoritairement du continent africain. Ils se trouvent face à une urgence, comment s'adapter aux enjeux de la transition climatique en l'absence de financement. Nous sommes ici pour parler du financement de la transition énergétique et de l'importance pour les pays africains d'en bénéficier. C'est une urgence pour les pays du continent pour développer leur résilience face au dérèglement climatique. Nous nous adressons aux dirigeants de la planète pour que les pays les moins avancés puissent accéder au financement nécessaire et honorer leurs engagements. Nous sommes encore loin du compte. Ces financements ne doivent pas prendre la forme de prêts. Il va falloir qu'ils soient présentés sous forme de dons ou de bourses, car les prêts représente un fardeau supplémentaire et pèse lourd sur les dettes et les dépenses des États africains. Cette COP est sans conteste la COP du financement. Les pays lourdement impactés par les changements climatiques ont besoin de trillions de dollars pour qu'ils puissent faire face à l'impact climatique. Les décisions prises de l'accord de Paris doivent se concrétiser. Les pays africains ne sont pas polluants et sont dotés de ressources naturelles qui leur permettent de s'inscrire dans la transition écologique. Ils ont donc besoin de soutien et de financement pour fonder les jalons de la durabilité. L'aide financière est donc au cœur des discussions. Les États doivent adopter un nouvel objectif mondial en matière de financement climatique pour remplacer celui des 100 milliards de dollars promis en 2009. Le succès de la COP29 dépendra en grande partie du niveau d'ambition du nouvel objectif en matière de financement climatique. Le principal sujet de la COP29 est celui du nouveau financement. Comment l'Afrique pourra-t-elle bénéficier de ce financement et comment les négociations puissent-elles s'orienter en faveur du continent? Nous, société civile africaine, parlons d'une seule voix. Les discussions actuelles ne s'inscrivent pas vraiment dans cette optique et ne répondent pas aux besoins réels. Les débats auxquels nous avons assisté reflètent le fossé entre les pays développés et les pays du Sud sur les enjeux climatiques et la question du financement. Bien que l'Afrique contribue pour moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, elle supporte une charge disproportionnée de la crise climatique, en ayant un accès restreint aux liquidités indispensables au financement de ses objectifs de développement et de ses ambitions climatiques. À ce jour, les besoins réels de financement des pays du continent sont estimés à 1300 milliards de dollars par an. Place à présent à notre décryptage de la semaine et c'est en compagnie de Mostafa Sahimi, politologue et professeur de droit. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, cap sur Bakou, qui abrite donc la COP29. Nous venons de le voir, les discussions piétinent et c'est au sujet bien sûr du financement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que
on est bien loin du compte. Vous me permettez de dire plutôt le cap Rabat-Bakou. Pourquoi? Parce que Sa Majesté le Roi, vous savez, représenté par le chef du gouvernement, M. Aziz Arnouch, qui a fait un discours important à divers égards. D'abord, sur les acquis, l'expérience marocaine, avec la stratégie, vous le savez, qui vise à réduire donc le problème donc des changements climatiques et la maîtrise d'une économie décarbonée, c'est ce qu'on dit. Le chef du gouvernement a annoncé que pour ce qui est des énergies renouvelables, le Maroc était aujourd'hui en 2024 à 40%, avec un objectif fixé à 52% en 2030. Donc, une dynamique. Le chef du gouvernement aussi a parlé en tant que porte-voix, qui est porte-étendard, comme on a dit, du continent africain. Et il a fait référence à quoi à ce sujet? Là, ce programme, la stratégie arrêtée en 2016, à propos de la COP 22 qui s'était tenue où? À Marrakech. Et c'est le fameux triptyque, vous le savez, le triple A, c'est-à-dire adaptation, agriculture africaine avec une neutralité carbone. Donc voilà les positions du Maroc qui sont celles de l'Afrique, parce que le Maroc a une position d'écoute et d'influence. Alors vous avez parlé des problèmes de financement. Effectivement, il y a 196 pays présents. Il y a des promesses qui avaient été faites dans la COP 21 à Paris en 2015 pour une allocation, une mobilisation de 100 milliards de dollars par an pour l'aide pour faire face au changement climatique. Ça n'a pas été honoré. Nous sommes aujourd'hui pour 2024, c'est 215 milliards de dollars. Donc, vous l'avez dit, on est loin du compte. Il y a eu un coup de colère. La Somme demandée, 2300 milliards, tout c'est important. Tout à fait. Il y a eu un coup de colère, d'ailleurs, il faut le dire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui, recevant des jeunes qui sont présents, il a dit « Vous êtes en colère, moi aussi je suis en colère du fait de ce qui se passe et du fait qu'il y ait peu d'avancées. » Il a réclamé 40 milliards de dollars pour faire face simplement aux effets climatiques en 2025, fin 2024-2025, et puis vous avez donné le chiffre, les besoins étaient évalués à 1300 milliards de dollars. On va voir ce que ça va donner. La conférence finit le vendredi 22 novembre prochain à Bakou. Il y aura sûrement un geste, mais je doute que ça soit un geste tellement significatif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de financement. Puis il s'agit aussi des intérêts des grandes puissances polluantes, j'allais dire, donc qui ont peu d'égard à propos d'une économie décarbonée. Je pense aux États-Unis avec l'élection du président Trump. Je pense à la Chine, je pense à d'autres pays, etc. Donc nous sommes à un tournant. Vous savez, il y a une image pour ça, c'est nous vivons, le monde, les 196 pays, ce sont des copropriétaires dans un immeuble commun qui est la planète, et il faut donc absolument arriver à maîtriser ces problèmes-là. Est-ce qu'ils mettront la main à la poche? On le verra d'ici mardi. Je reste très interrogatif. Il y aura un geste, mais pas évidemment à la mesure des enjeux et des défis. Autre titre à la une de l'actualité, Mustafa Sahimi, c'est l'adoption du projet de loi de finances 2025 par la Chambre des représentants. Un texte voté à la majorité avec 161 voix favorables. Un petit rappel des priorités donc de ce projet, professeur. Il a été voté à la majorité, c'est vrai, mais c'est une majorité problématique. Il a été voté par 171 voix, d'après mes chiffres. Oui, c'est le chiffre que nous avons. 171, 56 contre et une abstention. Ça fait un total de 228 sur Chambre des représentants qui compte 395 membres. C'est-à-dire qu'il y a 167 parlementaires qui n'ont pas jugé utile d'être présents pour le vote de la loi la plus importante dans la vie économique et financière d'un pays, en l'occurrence la loi de finances, puisque c'est elle qui fixe les recettes et les dépenses. Donc il y a là un problème qui est posé au niveau de la Chambre des représentants. Et d'ailleurs, le président de la Chambre des représentants a décidé désormais de donner les noms des absents à chaque séance.
peut-être que ça sera dissuasif. Alors, le gouvernement est satisfait de cette loi de finances qui a donné lieu à des débats extrêmement importants, à plus de 500 amendements, selon les chiffres que j'ai eus, à 10 heures de débat en commission, de nuit, etc. On est arrivé quand même à des mesures, lesquelles, c'est que le gouvernement dit l'inflation est maîtrisée, elle est maintenant autour de 1,2%. Le gros effort social, évidemment, sur lequel le gouvernement met l'accent. Il y a 4 millions de familles qui bénéficient donc de l'aide sociale. L'aide directe au logement, il y a 113 000 demandes. On verra combien d'entre elles seront retenues. Le coût du dialogue social qui est important pour 2025, c'est 20 milliards de dirhams, c'est-à-dire tous les accords conclus avec les organisations syndicales. Le soutien au prix de l'électricité qui est important et qui est un élément social. Sans oublier évidemment la santé avec un budget de 32 milliards de dirhams. Et puis l'éducation, 86 milliards de dirhams. J'ajoute encore deux choses. La réduction de l'IR, l'impôt sur le revenu, de 38 à 37%, ce qui va permettre une amélioration d'au moins 400%, 400 dirhams des revenus, donc une amélioration même relative du pouvoir d'achat. Il y a également, pour ce qui est du développement territorial, le fait que les collectivités territoriales vont avoir leur dotation budgétaire passer de 40 milliards de dirhams à 51 milliards de dirhams. Donc voilà des choses qui pour le gouvernement sont positives et il faut donc le noter. Cette semaine marque également la visite d'une délégation d'investisseurs et d'opérateurs économiques français à Dakhla et El Ayoun, une cinquantaine en nombre, donc dans le cadre des journées économiques France-Maroc, avec la mission d'explorer donc les opportunités économiques d'investissement dans les provinces du Sud. Quel a été son bilan? Il y a d'abord un retard qu'il faut relever à propos des opérateurs français pour ce qui est de leurs engagements, de leurs investissements dans les provinces sahariennes récupérées. Ça tient à une conjoncture connue, j'y reviens pas, etc. Et donc il y a maintenant une accélération après la visite du président Macron le 28-29 de 30 donc octobre dernier, visite d'État qui a été couronnée de succès comme chacun sait. Il y a maintenant une accélération au niveau des opérateurs économiques. Cette initiative de la Chambre de commerce française de l'industrie du commerce qui avait déjà d'ailleurs des délégations, il faut le signaler, on ne le dit pas suffisamment. Elle avait une délégation à Laayoune depuis 2017. Elle avait une deuxième délégation à Dakhla en février 2019 et il y a quelques mois seulement une troisième délégation à Guelmim. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc effort d'implantation territoriale et régionale, les opportunités sont là, les investissements sont sur la table. Et on leur a expliqué donc de manière approfondie les plans de développement régionaux. Il y a eu une étape Laayoune et une étape Dakhla, plan de développement, les opportunités d'investissement. On leur a fait visiter des sites stratégiques pour qu'ils voient les choses comme elles sont. Donc, et puis le fait que ça a permis d'identifier de manière plus fine les opportunités d'investissement, lesquelles dans le secteur des infrastructures, de l'eau, de la pêche, des énergies renouvelables. Un mot encore, c'est important parce que c'est un ancrage régional et c'est un marketing territorial, c'est au niveau de région et ça je crois que c'est important. Et une délégation d'hommes d'affaires français, une cinquantaine donc dont présidée par, rappelons-le, l'ambassadeur de France donc à Rabat. Elle était accompagnée, elle n'est pas présidée parce que la Chambre de commerce à ses premières instances, elle était accompagnée de manière rehaussée par la présence. Oui, tout à fait, parce que c'est un acte politique, il fallait que ça fasse sens et c'est donc l'ambassadeur français au Maroc, Christophe Lecourtier, qui était présent et qui d'ailleurs a eu droit à un traitement particulier puisque on lui a offert la tenue traditionnelle sahraoui. C'est des moments qui fixent les choses et qui permettent d'attester la qualité désormais des relations bilatérales. Merci Mostafa Shemid de nous avoir fait ce décryptage de l'actualité de la semaine et à dimanche prochain. Merci à vous.
Nous ouvrons la page de l'actualité internationale par le Proche-Orient où l'armée israélienne poursuit ses bombardements aveugles dans la bande de Gaza. 50 Palestiniens ont été tués. La frappe la plus meurtrière a eu lieu en pleine nuit à Beit Lahiya. 26 corps ont été retirés des décombres d'un bâtiment de 5 étages ciblé, dont des enfants et des femmes. Et au moins 59 personnes sont toujours piégées sous les ruines. Un autre raid israélien a visé donc le quartier de Ras Naba à Beyrouth, un immeuble abritant les bureaux de la branche libanaise du parti Ba'ath syrien où se trouvait le responsable du média du Hezbollah. Législative au Sénégal, les Sénégalais appelés aux urnes ce dimanche, environ 7,3 millions d'électeurs doivent élire 165 députés qui siégeront pour 5 ans. 41 listes de partis ou de coalitions de partis sont en lice pour cette élection. Ce scrutin constitue un test grandeur nature pour le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Des projections fiables de la nouvelle Assemblée pourraient être disponibles dès lundi matin grâce aux médias. Et puis le réseau énergétique ukrainien visé par une nouvelle attaque russe massive et meurtrière. 120 missiles et 90 drones ont été lancés. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé une des plus grandes attaques aériennes lancées par la Russie. En multipliant ces attaques de drones et de missiles, Moscou a déjà détruit la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine. Selon Kiev, il s'agit de la 10e attaque d'ampleur contre le réseau énergétique ukrainien depuis le début de l'année. On passe à la page cinéma. Il marque le retour en force du réalisateur britannique Ridley Scott. Gladiator 2 arrive enfin dans les salles de cinéma et sa sortie est mondiale, réalisée avec un budget colossal avoisinant les 300 millions de dollars. Le film a en partie été tourné dans les studios de Ouarzazate au Maroc. Un voyage de 2h30 au cœur de la Rome antique et de ses concurrents gladiateurs qui sont prêts à tout pour échapper à leurs conditions d'esclaves. Mohamed Chikir et Dominique Orlando ont assisté à l'avant-première à Casablanca. C'est déjà parti en flèche pour le Gladiator numéro 2 de Ridley Scott qui est quasiment en tête de tous les box-office à travers le monde. Et ce bien avant que ne soit officialisée sa sortie sur l'ensemble des États-Unis d'Amérique, prévue ce 22 novembre. Autant dire que les 300 millions de dollars investis dans le film seront très rapidement amortis. Et quels que soient les avis très contrastés de la critique qui semble toujours davantage pencher pour la première version réalisée il y a près de 25 ans par ce même Ridley Scott, depuis lors est toujours au sommet du 7e art. Il y a 24 ans, ça a été la première version de Gladiator qui a été tournée en grande partie au Maroc. Est-ce que vous avez l'impression que monsieur Ridley Scott, il aime bien tourner au Maroc parce que finalement ça lui porte bonheur? Il adore le Maroc. Moi j'ai fait le premier repérage de Ridley Scott au Maroc. Il a fait avec moi. C'était sur le film G.I. Jane. Et pendant que nous faisons le repérage de G.I. Jane, il pensait déjà à venir faire le film Gladiator. Pour cette version numéro 2 de Gladiator, monsieur Ridley Scott a également tenu à venir tourner quelques scènes au Maroc, dans la région de Ouarzazate. Et le retour de ses équipes fut salué avec un très grand enthousiasme. The wind is too strong. Furl sail and strike water. Furl sail, strike water! Le tournage de Gladiator 2 au Maroc est arrivé après la période Covid, qui était une période de crise dans le monde entier, non seulement au Maroc. Donc ce tournage, il a permis à l'économie de se relancer, surtout dans la région d'Ouarzazate, qui se base sur principalement sur les tournages et le tourisme. We will prevail.
Au-delà de la luminosité époustouflante et des atouts plus que naturels du royaume du Maroc, Monsieur Ridley Scott, tout comme tant d'autres réalisateurs étrangers, ont pu également compter sur des équipes marocaines de grande qualité, dont les compétences ont pu s'affermir au fil des ans et au contact justement des plus grands issus de la galaxie cinéma. You did not make enough of him today. I prefer to sacrifice a Roman. Voilà, un film à voir. On passe au sport, 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Maroc affronte demain, rappelons-le, le Lesotho, stade d'honneur d'Oujda, à l'issue de son match face au Gabon, écrasé 5-1 par les Lions de l'Atlas à Franceville. Les Lions de l'Atlas restent donc imbattables. Le Maroc conforte sa place en tête du groupe B avec 15 points, obtenus en 5 victoires, devançant le Gabon qui a validé sa qualification pour la CAN avec 7 points. Le Lesotho est 3e avec 4 points, alors que la Centrafrique occupe la 4e et dernière place avec 3 points. Et avant de nous quitter, nous souhaitons donc bonne chance aux Lions de l'Atlas. On se retrouve demain, 18h30.